Eddy Camille Kotor, bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes psychopédagogue, vous êtes expert en orientation scolaire et professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, nous parlons donc de la dernière ligne droite de l'année scolaire. Comment l'aborder en tant que candidat, que ce soit candidat au certificat d'études primaires, candidat au BPC, candidat au baccalauréat. Vous êtes très chargé dans votre programme, mais vous avez accepté de venir ici pour permettre aux téléspectateurs pour partager avec eux quelques notions pour aider les enfants. Et puis, après votre intervention, on va donc ouvrir la ligne, c'est au 96 76 68 pour permettre aux gens de vous poser des questions, d'intervenir avec nous. Sur ce plateau, il est encore avec moi, Laurent Roland Tonneikes, pour donc nous aider à comprendre tout ce que vous aurez donc à donner comme astuce. Eddy Camille Kotor, nous sommes à vous. Merci. Oui. Bonjour Laurent. Bonjour Eddy. La belle forme. Ouais, ça va. Voilà, nous tendons progressivement vers la fin de l'année scolaire. Conseil aux candidats, il faut déjà dire que l'examen se prépare dès le début de l'année, nous le savons tous. Mais lorsqu'on évolue vers l'échéance, le candidat doit pouvoir faire un bilan de parcours. A priori, il y a le premier trimestre et le deuxième trimestre qui aident déjà à faire ce bilan. Et là, nous venons d'achever dans les écoles le deuxième trimestre. Oui. Le deuxième trimestre dans les privés. Oui, dans les privés, oui. Bien sûr, j'allais le dire. Est-ce que les publics ont déjà entamé le premier devoir du deuxième semestre? Oui, déjà. Déjà, oui. Il y en a qui ont déjà composé donc, pour le ceux premier qui devoir. sont en privé, il faut faire le bilan de parcours des deux premiers trimestres. Et dans le public, le premier semestre. Voilà. Et là, actuellement, dans certaines écoles, quand je prends par exemple le littoral, actuellement, les candidats sont en examen blanc départemental. C'est-à-dire que ce bilan à mi-parcours doit permettre aux uns et aux autres de faire le point des connaissances acquises, des notions maîtrisées et des notions non maîtrisées. Et c'est à partir de cet instant qu'il doit pouvoir se relancer. C'est au candidat même de faire ce point, parce que le candidat même sait ce qu'il ne maîtrise pas. Et là, mais il y a des candidats qui font semblant. Non, justement, les candidats doivent être honnêtes et francs vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce qu'en réalité, la réussite, c'est une affaire individuelle. On ne réussit pas, c'est certes, on donnera un pourcentage pour la classe ou pour l'école. Mais lorsque vous n'avez pas eu le bac, c'est que vous ne l'avez pas eu. Et quelqu'un qui a eu le bac ne viendra pas vous offrir sa réussite alors que vous méritez peut-être l'échec. Et donc, la réussite est une affaire personnelle, raison pour laquelle le candidat doit faire l'effort d'être franc dans ce bilan à mi-parcours qu'il fait. Il doit être en mesure de dire dans quelle matière ou de reconnaître dans quelle matière il n'a pas encore atteint le niveau requis et dans lesquelles il a déjà quand même fait l'essentiel. Et c'est à partir de ce moment qu'il doit établir un chronogramme personnalisé. Ce que j'appelle chronogramme personnalisé, c'est de mettre déjà le temps à profit. Là, nous entamons avec les congés de Pâques. Et donc, le moment est bien indiqué pour tout ce que nous disons là. Le moment est bien indiqué pour les candidats de se réorganiser, de se relancer. Il leur faudra, par exemple, en dehors des cours de rattrapage que les écoles pourraient organiser, disposer d'un programme ou d'un emploi du temps journalier. Vous avez dit personnalisé. Oui, personnalisé. Personnalisé parce que les difficultés de X peuvent ne pas ressembler aux difficultés de Y. Et donc, l'emploi du temps doit être... Je ne vous arrête pas, je vais poser en même temps la question. Oui, quand on est à la maison, les parents ne sont pas là. Oui, emploi du temps personnalisé, le candidat doit être suffisamment conscient. Parce qu'à la maison où les conditions sont réunies, il y a de l'eau fraîche au frigo. Il y a à manger, il y a le lit qui est là, peut-être pas la télévision, parce que par exemple chez moi l'abonnement est coupé depuis, et puis tu n'as rien à regarder, il faut te mettre au travail, donc tu te regardes toi-même. Donc tu n'as même pas le temps de regarder la télévision, mais tu as le temps de dormir. Bien sûr. Comment le candidat doit faire véritablement pour surmonter toute cette tentation? J'appelle ça tentation. Vous savez, je le disais, la réussite est une affaire individuelle. Oui. Il faut être suffisamment conscient. Un enfant de 12 ans, 13 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui parler. Il faut lui parler. C'est pour ça que les parents ont aussi un rôle d'accompagnateur à jouer pour que cet emploi du temps arrêté de commun accord avec les parents soit mis en branle et respecté. Lorsque les parents ne sont pas là, et même pour les adultes, pour nous aussi adultes, il nous arrive parfois de programmer des tâches que nous n'arrivons pas toujours à exécuter dans le délai ou comme cela se doit. Eddy Kotor, hier j'ai demandé à mon fils, fais-moi ton emploi du temps personnel. Il m'a dit lundi, EST, lundi, pas EST, SVT, mardi, mathématiques, mercredi, jeudi, vendredi. Ce matin, je l'ai appelé. J'ai dit, l'emploi du temps, ce n'est pas comme ça. Tu dois pouvoir me dire de 8h
à telle heure, qu'est-ce que tu dois faire? Comment l'élève doit alors, vous, en tant que psychopédagogue, élaborer son emploi du temps, dites-nous, pour les parents qui sont à la maison? Exactement, c'est surtout la question fondamentale. Oui. Chronogramme personnalisé, comment le faire? J'ai commencé par dire que le candidat doit être franc vis-à-vis de lui-même et reconnaître ses faiblesses et ses forces. En reconnaissant ses faiblesses, il sait déjà quel temps accorder aux matières qui lui posent encore des problèmes, les matières dans lesquelles il n'est pas véritablement éclairé, il a encore des choses à revoir. Et donc l'emploi du temps personnalisé, primo, doit permettre au candidat de mettre à profit le temps de la matinée et le temps de l'après-midi. En matinée, par exemple, nous suggérons souvent de 9h à 12h. Ça lui fait 3 heures de temps d'étude, intercalé d'une pause de 30 minutes. Super. En après-midi, lorsqu'il a fini de prendre son déjeuner, de se reposer, de se relaxer, l'après-midi, il commence à 16h et il finit à 19h. Donc 6 heures de temps, en fait, continu de travail, ça peut déjà aider à relever beaucoup de défis, surtout que là, ils ont 2 semaines de repos. Et ça doit continuer à la reprise. On peut réaménager en tenant compte des horaires scolaires. Et puis, comment procéder véritablement, c'est d'alterner déjà les matières scientifiques et les matières littéraires. D'accord. Il ne faut pas dire aujourd'hui je fais mathématiques parce que la même matière pendant une longue durée, ça finit par saouler, on finit par être épuisé. Et donc il faut alterner les matières scientifiques et les matières littéraires. Et surtout mettre un point d'honneur sur les notions non encore maîtrisées. Bien souvent, lorsqu'on est fort déjà en mathématiques, on se dit bon, c'est la matière dans laquelle je me retrouve le mieux. Et donc on consacre tout le temps qui reste ou dont on dispose aux mathématiques. Je pense que c'est une erreur. Il faut pouvoir faire un équilibre parce que la matière dans laquelle vous excellez déjà ne pourrait pas, sauf surprise, sauf cataclysme. voilà, cataclysme, ne pourrait plus vous poser problème à l'examen. Et donc, il faut consacrer du temps à relever le niveau au niveau des matières dans lesquelles on ne se retrouve pas véritablement. Et voilà. Et là, quand je prends les séries scientifiques, par exemple, c'est des personnes qui se retrouvent un peu plus dans les matières scientifiques, mathématiques, PCT, SVT. Et quand je prends les séries littéraires, c'est des gens qui sont allés pour la majorité en littérature parce que n'étant pas forts en mathématiques. Voilà, en mathématiques ou en SVT. Et là, c'est pour eux le moment de relever un peu le niveau au niveau des mathématiques et des SVT. Et de la même manière, ceux qui sont en série scientifique, ils doivent faire l'effort aussi de ne pas négliger les matières littéraires, le français, la philosophie, histoire et géographie. Parce que il arrive bien souvent que c'est des matières sur lesquelles nous comptons beaucoup plus, nous jetons notre dévolu de ces matières-là qui finissent par nous décevoir. Parlant de chronogramme, je pense que les parents doivent avoir, vous l'avez dit, les parents ne doivent pas totalement, comment dire, rester indifférents à ce qui se passe, même s'ils ne sont pas là. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place un processus de suivi. Si ce n'est pas le grand frère ou bien l'aîné qui est à la maison, mais qui est quand même un œil regardant, que le parent appelle de temps en temps pour demander comment est-ce que ça se passe, qu'il prenne des nouvelles, que ce ne soit pas il est parti au boulot le matin et ce n'est que tard la nuit qu'il revient sans forcément demander au cours de la journée comment est-ce que ça s'est passé. Voilà. Laurent, est-ce que vous avez une question? Je crois qu'au-delà de l'aspect éducatif, en tout cas en griffe, abordé par Eddie Koto, il faut rappeler que on a bien dit la dernière ligne droite, bien évidemment. Et donc, il y a d'autres décisions qu'il faut prendre, notamment, d'abord, les enfants doivent pouvoir faire attention et commencer par signaler à leurs parents s'ils sentent des malaises, des difficultés. Si vous êtes enfant et que vous avez du mal à voir, à lire au tableau, déjà, vous devez commencer par le dire à vos parents. Si vous avez du mal à lire sur les épreuves, ce qui est écrit, vous devez pouvoir commencer par dénoncer et le signaler à vos parents pour que les parents prennent des discussions s'il faut vous faire porter des verres ou pas, bien évidemment. Mais aussi le côté sanitaire en général. Il faut déparasiter les enfants, il faut déparasiter les enfants. Il faut faire une cure de paludisme, bien évidemment. Pour que, puisque quand ça vient vers la dernière semaine avant l'examen, il se peut que l'enfant ne se retrouve plus avant d'aller à l'examen et que peut-être soit plus en mesure de composer. Donc, il y a ces choses que les parents doivent faire, bien évidemment. Et donc, c'est aux enfants aussi de le dire, d'aider les parents à savoir. Les parents feraient mieux de poser des questions à les enfants. Est-ce que tu sens des difficultés, tu as des difficultés à lire, par exemple? Est-ce que tu as des difficultés à respirer, par exemple? Est-ce que tu as des maux de dents? Est-ce que tu as des maux de tête régulièrement? C'est des trucs qui te dérangent. Voilà. Mais au-delà de tout, faire en sorte que le programme de révision des enfants ne soit pas assez chargé.
Parce que si c'est trop chargé, ça leur donnera des maux de tête et moins de pression ces derniers temps. Parce que moins de pression. Vous exigez moins de pression. Oui, moins de pression. C'est-à-dire que... Non, on peut travailler, on peut bien travailler sans se mettre la pression, et je suis d'accord. Parce que quand vous mettez trop de pression à l'enfant, c'est que vous le déstabilisez. On le stresse. Vous le traumatisez en réalité. Vous pensez vouloir régler un problème, mais vous en créez d'autres en réalité. Bon, je suis sensible à ce que vous dites parce que moi, mon fils... quel que soit le bruit de la mer, il est imperturbable. Oui, mais j'essaie de mettre la pression. Non, je dis que je suis en train de voir, Oui. Parce que quand vous dites de ne pas leur mettre la pression, quand je mets trop la pression, ça peut aussi avoir d'autres conséquences, comme vous le dites. Il faut mieux échanger avec l'enfant ces temps-ci. Il vaut mieux faire asseoir l'enfant, lui poser des questions calmement. Dialoguer avec les enfants pour leur dire, mais de quoi est-ce que tu as besoin? Bon, est-ce que tu penses que quelque part j'ai failli pour toi? C'est le moment de les mettre en fait en confiance. Et puis, comme Laurent le dit, si tu permets, en réalité, beaucoup d'enfants sont sous pression sans comprendre ou sans connaître les raisons pour lesquelles on leur met tant de pression. Et donc, il faut expliquer que l'enjeu est de taille. Il faut déjà expliquer à l'enfant. Lui dit, par exemple, mais tu as consenti déjà 9 mois de sacrifice sous la pluie, sous le soleil, parfois malade, tu es à l'école et tout. Donc, il faut lui expliquer combien il est important pour lui de réussir sans le traumatiser, sans désorganiser en fait son mental. Et je pense que c'est avec un simple... Je voudrais poser une question de parents d'élèves. Laurent, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, il y a aussi que tout à l'heure, quand Eddie a commencé, il disait que dès le début de l'année, on sait qu'on va à l'examen et donc on doit se préparer. Malheureusement, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Il y a des enfants qui, peut-être dès les 3 premiers 4 mois, ne se rendent pas compte qu'ils se font à l'examen. Il y a aussi des parents qui ont démissionné à un moment donné et qui attendent 2 mois ou 1 mois avant l'examen pour commencer à mettre la pression sur l'enfant. Et de ce point de vue aussi, même si vous avez failli à votre mission depuis 5 mois et 4 mois, je pense que c'est le moment maintenant de prendre votre calme. Oui, mais même si vous le rattrapez, ce que vous avez créé comme dommage, ne venez pas faire subir ça à l'enfant. Il vaut mieux trouver le mécanisme pour Je suis d'accord. Mais l'objectif ici, c'est non, mais justement, non, je ne dis pas de ne pas mettre la pression. Non, je comprends. Ça dit que il faut trouver la bonne formule. Parce que ce que vous avez raté pendant 4 mois, vous voulez que l'enfant assimile tout en un mois, il va falloir mettre 2 éléments dans la balance. C'est-à-dire lui trouver un répétiteur en mathématiques, par exemple, en PCT, par exemple, en SVT, par exemple, pour renforcer, mais revoir le programme. Et que vous-même, parents, vous puissiez rappeler à l'enfant la nécessité de travailler sans pouvoir faire du bruit. Le mettre en confiance, ça va beaucoup apporter des résultats. Plutôt que de venir surcharger l'enfant, de le traumatiser. Alors qu'on sait que c'est soi-même parents, nous n'avions pas joué notre rôle quand il le fallait. Au débat. En fait, j'ai discuté avec un parent d'élève avant cette émission. La petite a eu 10 et quelques à l'examen blanc. Ils ont organisé un examen blanc entre école catholique à Bourg-en-Caravi. Et je pense que dans sa classe, sur 42 élèves, il y a eu seulement 29 admis, dont fait partie la petite. Et puis, vous êtes psychopédagogue. Je voudrais que vous parliez avec votre fibre de psychopédagogue. Ce que les parents lui ont dit est que le travail est insuffisant. L'enfant a dit, on est 29 sur 42, je suis parmi ceux-là. Il dit, non, le travail est insuffisant, tu dois redoubler d'ardeur. Quel message faut-il adresser à un enfant dans ces conditions? Je pense que quand on est élève, quand on est apprenant, l'objectif que l'on vise ou que l'on recherche le plus, c'est la réussite. Et on peut réussir avec 10, tout comme on peut réussir avec 14 ou 15 de moyenne, même au-delà de 18 de moyenne. Les premiers du Bénin, le premier de l'année dernière, la première, a eu 18 et quelques de moyenne. Il se fait que tous les enfants ne recherchent pas forcément l'excellence. Il y en a d'une certaine catégorie qui vous disent j'ai pu avoir 10, ça me suffit. Mais la difficulté, c'est que plus nous évoluons dans les études, et plus difficiles sont les notions, plus denses sont les notions. Et donc, quand vous n'avez pas une base solide dans les classes antérieures, au fur et à mesure que vous évoluez, les choses deviennent plus compliquées, plus coriaces, voilà, plus corsées, merci. Et donc, les enfants doivent avoir à l'esprit qu'il faut aller au-delà de ces performances, au-delà des 10 de moyenne que l'on recherche pour passer en année supérieure. Par rapport à cet enfant qui a eu 10 de moyenne, en réalité, lorsque vous êtes en 3e, et que vous n'arrivez pas à franchir la barre des 14, 15 de moyenne, et que vous limitez à 10, 11 ou 12, en seconde, en première, en terminale,
vous essuyez beaucoup de difficultés, voilà, à vous en sortir, quelle que soit la série. C'est prouvé? C'est prouvé. D'accord. C'est vrai qu'il y a des enfants turbo, diesel qui... des exceptions, voilà, qui à la dernière minute, à la grande surprise de tout le monde, se réveillent d'un profond coma et deviennent extraordinaires en termes de compétences ou de performance scolaire. Mais, comme il a dit, c'est des exceptions. Et donc, l'enfant là qui a eu 10, je pense qu'il lui faut encore retrousser les manches, redoubler d'ardeur, parce que l'examen blanc, en réalité, c'est organisé souvent dans les mêmes conditions que l'examen national. Et donc, chaque apprenant ou chaque candidat a la possibilité de se frotter aux réalités de l'examen, de voir de quoi il est capable. Il est vrai que les examens blancs ne tiennent pas forcément compte de tout le programme dans la globalité. C'est peut-être, voilà, dans son entièreté, c'est peut-être les situations d'apprentissage évaluées jusqu'à un certain niveau. Mais tout compte fait, là, s'organise dans les mêmes conditions que l'examen national. Et donc, au regard de nos performances à l'examen blanc, on peut déjà se projeter par rapport à l'examen qui vient et savoir quelle levée actionner, quel réajustement opérer dans telle ou telle autre matière pour se relancer. Et les parents, c'est leur rôle à eux de rechercher l'excellence. Je pense que les parents, il ne faut pas les blâmer pour cela. Seulement, je reviens sur les suggestions de Laurent, il faut le faire avec tact. Parce que les examens blancs, parfois, peuvent, au lieu de créer l'émulation, au lieu de créer l'envie d'aller plus loin, peuvent décevoir, peuvent amortir les efforts de certains candidats, parce que je prends par exemple quelqu'un... Ça peut installer la peur. La peur, davantage installer la peur ou le stress, davantage de stress, si bien que les enfants sont perdus. Et c'est pour ça que vous verrez il y a des établissements qui organisent 2-3 examens blancs avant l'examen, même toujours dans la quête de l'excellence. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être raisonnable, parce que plus de peur créée au niveau du candidat, ce n'est pas forcément gagné d'avance, surtout que l'examen même se déroule en 3 jours. Et lorsque, pour ces 3 jours, vous n'avez pas la pleine forme, vous avez beau, réunir les meilleures moyennes pendant l'année scolaire. Et c'est justement ce qui arrive quand on se retrouve avec des résultats de meilleurs élèves qui, malheureusement, échouent à l'examen. Et donc, pour ce candidat qui a eu 10, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Je pense sincèrement que les parents doivent revoir la posture. Parce que le simple fait de dire à l'enfant, de répondre à l'enfant de cette manière, ça peut décourager davantage l'enfant. Il va falloir, à un moment donné, chercher les moyens, en tout cas, là où est-ce que l'enfant a trébuché, où est-ce que même ils ont trébuché pour que l'enfant en arrive à avoir 10 de moyenne. Quand vous aurez fini de faire ce diagnostic, maintenant, vous vous calmez et vous rassurez l'enfant. Déjà, tu as fait un pas, c'est très important, mais tu peux faire mieux. Puisque tu peux faire mieux, je te promets que si tu fais mieux, voilà, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut faire. Paroles de motivation. Malheureusement, tous les parents ne le savent pas. Comme il le dit, ce serait bien que les parents puissent mettre parce que c'est pas forcément la solution. Tu vas entendre peut-être un parent dire, toi qui as eu 15 de moyenne en classe, comment tu peux avoir 10 pour les examens blancs? Voilà ce qu'on dit. Tu as commencé à t'amuser. Alors que vous avez oublié que peut-être les 3 jours de composition pour les examens blancs là, peut-être l'enfant était dans une disposition. Il était mal en point. Il était mal en point. Donc, c'est peut-être ça. On va ouvrir la ligne, si vous le permettez. On va ouvrir la ligne. Et les parents qui nous suivent en ce moment, qui ont des questions à poser à Eddy Kamikoto, le psychopédagogue sur ce plateau, vous pouvez donc nous appeler au 96 76 68 68 pour poser vos problèmes rapidement avant qu'on ne clôture. Excusez-moi de vous avoir... Et puis les parents, comme le disait Laurent, les parents qui n'ont pas véritablement joué leur rôle, il doit pouvoir se regarder en face et se dire, c'est pas... Non, le rôle, c'est d'abord... Le rôle, payer la contribution. Non, cela ne s'arrête pas là. Vérifier si l'enfant a fait ses révisions. Ses devoirs. Si l'enfant a fait ses exercices, si l'enfant a appris ses leçons. Pendant 9 mois, pendant 4-5 mois, c'est vous qui rentrez tardivement. Et c'est vous qui vous relevez tôt pour sortir de la maison. Et maintenant, nous sommes en avril, c'est vous qui voulez rattraper maintenant, qui voulez montrer que vous êtes papa. Comment tu ne connais pas ça? Comment c'est pas possible? Et c'est trop tard. Et pour ça, vous vous calmez, vous redescendez, revenez sur terre, et vous prenez votre calme, vous parlez à l'enfant. Vous prenez vos responsabilités. Vous corrigez ce que vous avez créé.
Et puis quand on parle de comment dire, règlement des frais de scolarité, ça ne s'arrête pas là, il vient de le dire. Et même les frais de scolarité, il y a des enfants c'est un droit de l'enfant. C'est ça, c'est un droit en fait. Devoir. Et les dispositions là doivent être prises avant même que la rentrée ne commence, ou plutôt avant que les échéances n'arrivent, pour que les enfants ne soient pas aussi renvoyés en cours d'année. Et puis, inscription des enfants au TD, je pense que les séances de travaux dirigés, dans une certaine mesure, accompagnent aussi dans, comment dire, la recherche de l'excellence. Lorsque les enfants, renforcement de capacité, et puis les travaux de groupe, il ne faut pas banaliser cela. Pendant les périodes de congé, c'est bien indiqué que les enfants ou les candidats, pour mieux s'armer, travaillent en groupe pour frotter leur intelligence. Les parents n'aiment plus laisser les enfants sortir maintenant. Vous savez, parce qu'ils disent qu'ils vont étudier, ils se retrouvent à la plage et c'est pour aller se noyer à la mer. Je suis d'accord. C'est pour cela que les parents doivent être, comme il le disait, les boussoles, ou plutôt les guides, les gendarmes. Il y a des derrière enfants qui leur parlent, mais ils font autre chose. Oui, c'est un problème d'éducation à la base. C'est un problème d'éducation à la base. Et quand je parle de travaux de groupe, cela peut s'organiser de façon rotative. On peut, au lieu d'aller dans une école, au lieu d'aller dans un endroit inconnu de tous, on peut venir, par exemple, dans le domicile d'un camarade et faire de façon tournante, de façon rotative. Alain, aujourd'hui, quelque chose se passe avec la ligne aujourd'hui ou bien qu'est-ce qu'il y a? On travaille chez INS aujourd'hui, demain on travaille chez Y. C'est bien important. Et puis, il y a aussi que les enfants ou les candidats doivent éviter de se bourrer le crâne, de se bourrer le cerveau. Se bourrer le cerveau, c'est quoi? Oui, c'est qu'on a, comment dire, paressé les premiers mois, pendant 6 ou 7 mois. Et puis, c'est au dernier moment qu'on veut tout maîtriser. Ce n'est pas possible. Le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Et on veut même prendre le café. Et là, c'est à ce moment que commence le drame. Il faut éviter de, comment dire, de se doper. Il faut éviter comment on va appeler ça? Les incitants? Les incitants, voilà. Il faut éviter de prendre des produits de tout genre pour rester en éveil, parce que l'organisme a besoin de repos. Et vous verrez que naturellement, de façon physiologique, nous-mêmes adultes, à partir d'une certaine heure, on a sommeil. Comme il est midi. Et donc, non, voilà, il est midi, je me rappelle. En réalité, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Quand on est fatigué, il faut se reposer. Et c'est pour ça que dans le chronogramme, j'ai parlé de 6 heures de temps par jour. Oui. Ça peut être entre 5 heures et 6 heures de temps. C'est un programme assez souple quand même. Mais il faut trouver aussi le temps de se distraire, de permettre au cerveau d'organiser les apprentissages, les révisions, de façon à ce qu'en son temps, on puisse être en mesure de rendre. Parce que quand on ne le fait pas ainsi, à l'examen, on se retrouve en train d'oublier des notions qu'on pensait quand même avoir maîtrisées. Et puis les apprentissages, lorsqu'ils sont séquencés, permettent une meilleure rétention que lorsqu'on voudrait tout apprendre d'un seul trait. Je donne un exemple. J'ai un cours d'histoire géo à mémoriser ou bien à apprendre. Je fais peut-être 20 minutes. Je prends une pause de 10 minutes ou de 15 minutes et je reviens avec une deuxième séquence. C'est toujours mieux que lorsque je voudrais apprendre, par exemple, 2 heures de temps d'affilée. Ce n'est pas indiqué. Donc, il faut séquencer les apprentissages pour permettre au cerveau véritablement de les organiser et de pouvoir les rendre lorsque nous en avons besoin. Je pense qu'au-delà de tout ça aussi, il ne faut pas oublier le côté spirituel pour l'enfant. Ah, voilà, parce que le côté spirituel. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le côté spirituel pour l'enfant, il faut que les parents prennent des dispositions. L'enfant doit prier, apprendre à l'enfant de prier. Et prendre à l'enfant de prendre tout son temps, quand il est face à une épreuve, prendre son temps à prier, se concentrer avant d'aborder l'épreuve, parce que l'enfant a beau étudier, elle le premier de sa classe, est assez intelligent, mais face à une épreuve, peut-être un peu d'une petite minute d'inattention ou de non-contrôle, c'est-à-dire que vous ne soumettez pas à Dieu, vous avez peut-être les forces du mal qui vous tourmentent et malheureusement, vous passez à côté. Donc, les parents doivent suffisamment apprendre aux enfants à prier, mais les parents aussi doivent prendre des décisions pour prier. Je ne demande pas aux parents d'aller acheter Bic Magique pour un enfant. Mais c'est de il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mon Bic écrit sans arrêt, il n'y en a pas. Moi, je le dis sans arrêt. Comme dans le temps. Moi, je le dis parce que moi, j'ai subi ça, par exemple, dans ma vie. Je me rappelle de cette année à l'ADA où j'étais parmi les 3 premiers de ma classe. Je suis allé au CEP, j'ai échoué. J'ai échoué et le dernier. Ça, c'est à cause des musiques missiles sol-sol ou je ne sais pas. De toute façon, ce que je sais. Il n'a pas dit ça. Non. Missiles sol-sol. J'en viens. Ce que je dis ce matin, je le dis à un parent quelque part.
Il se fait que, avant-dernier, en tout cas les 5 ou 10 derniers années, tous ont eu le CPE. Sauf le 3e. Sauf moi qui suis entre premier, deuxième ou troisième. Et les gens sont là, ils peuvent témoigner. Mais il a fallu que j'aille au CEP. Et cette année, j'étais meilleur. J'ai joué au CEP, mais j'étais le meilleur élève en dictée. À l'ADA, j'ai participé au concours du CBLAE en dictée. Vous imaginez ça? Et donc, il a fallu que l'année qui suit... Peut-être que vous ne vous êtes pas bien réveillé ce jour-là. Non, attention. Moi, j'ai connu un premier de ma classe qui, à l'examen... Non, il avait 15 en classe, mais à l'examen, il a été racheté. Oui, il faut faire très attention. Soit vous vous réveillez mal, ou soit peut-être il y a d'autres forces. Bon, oui, je ne... Parce que moi, je rappelle... Des situations qui ne dépendent pas de vous. Vous demandez à ce compris. Que les enfants être protégés. Moi, je rappelle que quand j'ai été au CPE la seconde fois, c'est ma grand-mère qui a dû me réveiller à 5 h du matin pour me dire... Je ne sais pas, elle m'a fait une prière, elle m'a dit, et depuis cette époque, je n'ai plus jamais échoué un examen. Donc pour dire quoi, les gens... Oui, paix à son âme. Elle a beaucoup fait pour moi parce qu'elle a prié pour moi à 5 h du matin. Je devais quitter le village à 6 h pour aller dans la ville, à la Dassan pour aller composer. Le centre de composition. À 5 h, elle s'est réveillée. Elle a prié pour moi. Elle a dit, mais depuis cette époque, quand même j'ai été en troisième, j'ai laissé les cours pendant 3 mois avant l'examen. J'ai eu le bac, 4 en maths, 4 en physique. BPC, 4 en maths, 4 en physique. En terminale, j'ai eu 2 en maths. Et pourtant, c'est j'ai le bac. Donc, et après, j'ai connu à l'université, mes camarades vous diront que Laurent ne venait pas au cours. La prière de la grand-mère continue de marcher. Oui, ils vous diront Laurent ne venait pas au cours, pas tout le temps. Mais chaque année, on s'éteint qu'ils réussissent. Et donc, pour vous dire quoi, il faut nécessairement aussi prier pour les enfants. Parce que, au-delà de ce que vous dites là, votre enfant, même qui est premier dans votre classe, dans sa classe là, il y a peut-être un enfant là à qui on a confié, dans sa classe, à qui on a confié quelque chose qui va mettre en difficulté votre enfant. Et puis c'est déjà arrivé dans des établissements où c'est les enfants, c'est les enfants même qui font des challenges, qui se lancent des challenges spirituels. Ça va même au-delà, voilà, du physique. Ah bon? C'est terrible, oui. Ça existe bien évidemment. Donc, ça existe je crois que... Et donc, chaque parent doit faire attention. L'enfant va étudier, vous pouvez le répéter, vous faites tout, mais n'oubliez pas le spirituel. Priez pour les enfants. Moi, je prie Jésus. Je demandais aux gens, priez pour Jésus, c'est la force pour moi. D'autres personnes diront, c'est telle chose que je prie. Mais je leur dis, prenez vos dispositions. Au-delà de tout, prenez vos dispositions spirituellement parlant pour vos enfants. Parce que c'est un monde de concurrence aujourd'hui. Et l'enfant qui est dans sa classe, qui voit qu'il est premier, que c'est lui qui est toujours célébré, à qui on a confié une petite chose, peut vouloir expérimenter ça sur votre enfant. Et c'est votre enfant qui est meilleur toute l'année, qui va se retrouver échoué. Et même parfois, j'ai vu des meilleurs être ajournés à l'examen au bac. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Le gars ne se souvient plus de rien. Il n'y a pas cette épreuve de mathématiques. Le gars peut descendre en moins d'1 heure. Et c'est lui qui essaie de corriger, faire les correctifs. En tout cas, avec tous ses camarades. Il va au tableau, il descend les épreuves des professeurs. Ils vont l'examen, tout le monde passe, mais lui, il échoue. Pas qu'il est nul. Mais quelque chose retient son bic, non? C'est pas la chose. C'est vrai que le domaine spirituel, il faut, si vous permettez, le domaine spirituel, il faut y penser. C'est important. Toutefois, il ne faudrait pas... En fait, nous ne sommes pas en train de dire que c'est le fondamental. Non, ce n'est pas le fondamental. Mais ça fait partie, après tout, il faut mettre ça... Voilà, il faut, après tout. Et puis les situations... avant et après. C'est clair. On dit souvent aux candidats, travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Parce qu'on a beau être... Si la réussite de cette année-là ne vous aurait pas arrangé, je pense que Dieu ne permettra pas que vous réussissiez. Voilà, donc... Dieu n'a jamais permis Dieu n'a jamais voulu pour quelqu'un. Mais en réalité, Dieu peut différer votre succès pour vous apporter un bien meilleur pour l'avenir. Je sais qu'il y a une camarade qui a été au bac avec moi, qui a échoué. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné mon bic pour composer au bac. Nelly à Dijon, je lui fais ce matin. Quelqu'un elle a échoué. L'année dernière, elle a été admise. 9 minutes, bonjour. Elle a eu le secours, pardon. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Moi, c'est Eugène Bossou, je vous appelle de Waké. Ah, Eugène Bossou qui était avec nous hier. Oui. Comment allez-vous à Waké? L'ami de Maître. On va vous visiter quand? Ah,
Dès que vous serez prêts, nous on est toujours prêts. Bon, si on finit l'émission, on prend nos vélos, on dit. Vos vélos, mais là, pour arriver ici, ça va être après demain, ça. On finira par arriver. Monsieur Mossou, vous avez suivi le spécialiste, vous avez suivi Laurent Roland Tonekes. Juste pour remercier votre invité. Oui, Eddy. Merci. Parce qu'il a donné de très bons conseils. Merci. Ça, moi-même, je suis enseignant, je suis à la retraite. Ah oui. D'accord. Je suis professeur de philosophie, je suis à la retraite. D'accord. Bonjour, doyen. Donc, vous avez tout un cogité. J'admire les professeurs de philosophie. Ah oui. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Merci beaucoup. Donc, je tiens à le féliciter, c'est tout. Merci, merci, professeur. Il y a un aspect que vous êtes en train de débattre maintenant là. Oui, spirituel. L'aspect spirituel. Ça, j'invite les parents à s'impliquer réellement dedans. Moi, j'ai gardé une fille en seconde, première, terminale. C'est un cas que je vous donne au hasard comme ça. Oui, oui. Mais elle a toujours été première, deuxième, mais elle est allée au bac 3 fois, elle a échoué. Voilà, ça par exemple. Et j'ai été voir son papa à la maison, que j'ai demandé sa maison, elle m'a indiqué, j'ai été voir le papa, il lui a dit, mais écoute, ta fille qui échoue là, ça ne te surprend pas. Il faut vérifier ce que tu peux vérifier. Je ne connaissais pas le côté spirituel du monsieur, est-ce qu'il est d'une église évangélique ou etc. D'accord. Vous l'avez demandé le pain et le vin dahoméen. Bon, j'ai parlé en vrai dahoméen. Et quand il est parti pour la consultation, on lui a d'abord dit, mais ce pourquoi tu es venu là, est-ce que c'est la première fois que ça se passe? Ça se passait depuis, non? Ah ouais. D'accord. Et il a dit oui. Et avant que le charlatan ne lui demande maintenant qu'est-ce qui t'a amené, il a expliqué, il a dit, ah, si tu ne venais pas, elle allait encore échouer cette année. C'est ça. Et il a fait ce qu'il va faire. Il a dépensé moins de 7 000. Mais l'enfant est admis l'année là. Je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou pas, mais quand même, elle avait eu le bac l'année là. Et ça, c'est du vécu. Vous voyez, donc c'est très important cet aspect-là. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous avez fait une remarque ce matin. Et laquelle? Si c'était un problème politique que vous avez sur le tapis, Les gens... est-ce que je serais le premier à vous appeler maintenant? Non. Vous avez totalement raison. Vous voyez ce que l'éducation est devenue dans notre pays. Et ce n'est pas sérieux. Vous voyez, oui. Et on disait que le Mounier a dit que le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique, oui. Mais il y a une partie de la citation qu'on ne cite pas. Oui, qui parle de mesquinerie, de... Et il a dit que, mais cet intellectualisme fait de sournoiserie, de duplicité, n'est pas de nature à favoriser le développement du pays. Oui. On n'ajoute pas cette partie de la citation. Et c'est ça, c'est là nous en sommes. Mounier a regardé le Bénin à la loupe. Hein. Non, vous avez tout dit. Bon, je vous souhaite bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Mossou. Professeur, bonne journée. Et puis, je pense que c'est réel, Non, chacun doit prendre soin de sa progéniture. Chacun doit courir pour ses enfants. Et comme Laurent le disait, la prière, c'est dans tous les domaines. C'est dans toutes les religions. Bonjour, monsieur. Monsieur ou madame, bien évidemment. Bonjour. Imam Karim. Imam. Donc, je te nomme maintenant. Je te nomme Imam Pasteur à Metagua. Le pasteur. Imam Pasteur. Imam Pasteur. Imam Pasteur. Imam Pasteur, la fois, parce que c'est très important. Oui. Donc, je parle tout ça, ça va comprendre. J'ai mon fils. J'ai mon fils qui a le vaccin. Oui. Son fils a le vaccin. Il s'est arrivé que je me bagarrais avec sa maman en plein carême. En plein carême. Ça m'a fait venir intervenir d'une manière arrogante au profil de sa maman. J'ai dit bien, demandez la saisie un de sa mère.
Oui. Il est le premier à maths. Oui. Maths physique là, c'est comme tu dois avoir. Ok. Tous les gens ça va la faire vous bien. Et si ils disent que vous allez ils vont vous dire notre enfant. D'accord. Il a fallu 3 exercices. Le 4e fondant maternel est venu nous voir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a été au bac 4 fois. J'ai battu. Ah bon? 4 fois. Il était meilleur en maths dans tout ça. Il était le meilleur. Je dis, tout ce qu'il apprenait, oui. tout ce qu'il fait, mais c'est lui qui fait. Mais le jour que l'homme est venu le voir quand j'étais à l'autre, je me rappelle qu'il m'a fait quelque chose. Est-ce que c'est ça que j'ai suivi? Si c'est ça, cette année, il va réussir. Il va réussir. Je lui pardonne tout ce que. Et dans le même temps qu'il est parti, il est reçu. Dans la même année, on le prend à la présidence. Que il y a une là. Dans la même année, il a fait la porte de nouveau. C'est pour dire que ce que nous avons dit, c'est très important. Je ne vais pas faire assis à ça soit la première. À l'intérieur de soi-même, il faut toujours demander à tout ce qui est la femme. Parce que c'est la femme même que l'homme. C'est ça. C'est ça. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire, mais vraiment, il faut dire aux enfants d'étudier, de ne trahir pas. C'est que tu apprends ce que tu apprends. Mais il y a aussi, comme on l'a dit, voilà pas dès aujourd'hui, qui s'appelle Pasteur Laurent Limamou. Merci Imam depuis Savait. Edi Kamikoto, on va conclure. Oui, avec les derniers conseils. On retient quoi avec les derniers conseils, voilà. Je voudrais rappeler 8 heures de temps de sommeil pour les adultes, c'est-à-dire ceux qui passent le bac. 8 heures de sommeil journalier. Je veux parler du temps de sommeil la nuit et de la sieste aussi qui est importante parce que c'est la sieste qui permet de relancer en fait l'après-midi. Et donc 8 heures de temps de sommeil. Pour les moins jeunes, je veux parler de nos enfants qui vont au CEP. Il leur faut entre 9 heures et 11 heures de temps de sommeil par jour. Pour faire l'équilibre. Ensuite, nous avons dit... S'il n'arrive pas à le faire la nuit, il complète il peut en compléter journée. Voilà, en journée. En journée, c'est important. Les remontants, il faut les éviter. Corps fatigué, cerveau peu efficace. Lorsque vous sentez que la fatigue vous gagne, déposez le cahier, allez vous reposer et revenez en force pour continuer les apprentissages. Il ne sert à rien d'insister jusqu'à passer de l'autre côté. Et donc, corps fatigué, cerveau peu efficace, il faut éviter de prendre du café pour ne pas dormir. Le sommeil est naturel en fait. Et quand le corps en demande, il faut lui permettre de se reposer. Environnement familial favorable. Et c'est ça qui complète justement ce que Laurent disait. En dehors, voilà, le spirituel. Vous savez, il peut arriver que les enfants ne s'en sortent pas véritablement parce qu'à la maison, entre les parents, au niveau des parents, ça ne va pas. Lorsqu'il y a crise familiale, cela peut malheureusement influencer négativement, voilà, ça se rejaillit sur les enfants et influencer leurs résultats. C'est ça qui ferait par exemple que quelqu'un qui a toujours été premier ne puisse pas posséder tous ces éléments pendant les 3 jours de composition. Parce que c'est 3 jours en fait. Quels que soient les examens, c'est maximum 3 jours. Et donc, si pendant ces 3 jours, l'enfant n'est pas dans les conditions, les prédispositions pour affronter les épreuves, c'est que c'est perdu d'avance. Et puis, être positif dans le mental, ça c'est à tous les candidats. Lorsque nous allons composer, il faut s'armer de mental véritablement positif et se dire des paroles de motivation, aussi bien venant des parents, mais que personnellement, comme Laurent l'a conseillé aussi, les candidats aussi puissent se doter de ce mental fort. Parce qu'on ne va pas à un combat en se disant je pourrais échouer. Non, j'y vais pour gagner. Parce que c'est toute une vie en fait qui se joue. Je gagne ou je gagne. C'est clair. Je gagne ou je gagne. Il n'y a pas d'échec. Et savoir dire non. Lorsqu'il y a des activités, il y a des sollicitations, il y a des distractions qui ne nous permettent pas, qui ne nous conduisent pas au succès, il faut être en mesure de dire non. Et puis je l'ai dit, il faut être franc. Ce qu'on a maîtrisé à ce jour, même si c'est à 30%, qu'on en est encore, on a le temps de relever le défi des 70% qui restent. Mais il faut être franc et faire le bilan de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Edi Kamikoto, merci d'être venu sur ce plateau. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'on vous aura avant les premiers examens du mois de mai. Vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle. Merci, Edi Kamikoto. C'est un plaisir. Laurent Roland-Tonnet, merci. C'est moi. À vous. Et puis, à la réalisation. Que les parents prient pour les enfants. Ah oui. J'insiste là-dessus. D'accord. Non, mais scolariser les enfants, c'est un investissement et les parents doivent espérer un retour sur investissement en donnant de tout ce qui est de leur force, de tout ce qui est de leur pouvoir pour voir les enfants
réussi. Et comme il a dit, si nous avons manqué d'assurer nos responsabilités en début d'année, c'est le lieu de rattraper. Oui. Pasteur Imamou, merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'est sur cette note d'humour que nous terminons donc cette émission de ce mercredi 5 avril 2023. À la réalisation, jeune et compétent, Marcel Yeddo. Derrière lui, pour le son, toutes les manipulations, des 1000 boutons, c'est Alain, bien sûr, Alou, et puis à la diffusion, Martin Toïsset. Merci pour la largesse. Et puis de l'autre côté, c'est bien Modeste Rondé-Condi. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout méditation pendant cette semaine sainte. Demain commence le Tridium Pascal. Restons en méditation pour le pays, pour nos familles, pour nos enfants. Bonne journée à toutes et à tous.